Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous et surtout ravi de pouvoir échanger avec vous sur les sujets de données orientés cybersécurité, bien entendu, et surtout opérations cyber. C'est un peu le cœur de notre activité à Sequoia, éditeur logiciel d'une plateforme à destination des analystes en renseignement et des analystes des équipes opérationnelles des équipes SOC. Je m'appelle Georges, je suis le directeur technique et produit de Sequoia. Et pendant les 45 prochaines minutes, je m'attacherai à vous partager un retour d'expérience sur l'implémentation de l'agentique pour le métier du SOC et du renseignement, appliqué à la protection des organisations au quotidien en temps réel, que ce soit les petites organisations au travers d'un maillage MSSP ou que ce soit des grands comptes en France, en Europe ou à travers le monde. Et pour ça, je serai accompagné de François. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là également. Donc, moi je suis François, je suis en charge de tout ce qui est suivi du renseignement sur les menaces des groupes d'attaquants. En gros, je produis la threat intelligence et la data qui alimente la plateforme et les moteurs que me propose Georges. Et du coup, j'enchaînerai sur sa partie pour montrer un use case sur une vulnérabilité qui a fait un peu de bruit en fin d'année et voir voilà, comment l'agentique nous aide à traiter ça, quelles erreurs ou biais il peut y avoir et comment on les corrige pour vous donner un cas concret. Et puis après, on répondra aux questions. Donc je pense que vous avez compris, je serai l'optimiste dans le binôme. Mon travail, c'est de trouver des solutions pour renforcer les capacités des équipes opérationnelles par la technologie. L'actualité me rend naturellement très optimiste sur ce sujet. Peut-être que François, tu es un petit peu plus pragmatique sur ce sujet. Et donc on va avoir l'occasion justement d'aborder ces deux facettes un peu du terrain. J'ai du mal à dire que la menace nous rend optimistes. Mais... L'ambiance n'est pas à ça. Le point de départ de l'agentique, finalement, de mon point de vue, est très proche de celui qu'on en a vécu il y a une petite dizaine d'années sur l'automatisation, le SOAR et l'orchestration appliquée aux opérations cyber. Des enjeux de passage à l'échelle. Et ce passage à l'échelle, il est finalement dicté par le coût des opérations. On a tous envie de pouvoir, et besoin de pouvoir mettre des opérations cyber sur l'intégralité des périmètres. Pas uniquement sur les périmètres les plus critiques. Malheureusement, les opérations cyber, à date, sont coûteuses à déployer et à opérationnaliser. La généralisation de ces opérations cyber, que ce soit les activités de SOC, de CERT, de réponse de renseignement, généralisées à l'ensemble des périmètres, sans adaptation méthodologique ou technologique, rend tout ça compliqué, voire impossible. Donc on a tous et toutes essayé de trouver des solutions à ça. Et donc on a d'abord commencé par l'automatisation et l'orchestration. Et on va voir qu'en 2023-2024, on a tous à peu près commencé à explorer l'usage de l'IA pour essayer d'aller plus loin sur ce sujet. Le sujet du coût de l'investigation. Le sujet du coût de l'investigation, c'est ce sujet qui nous fait en permanence devoir choisir entre l'intérêt et l'apparente inutilité d'une investigation. On sait très bien que ce malware n'a pas de lien sur le réseau, donc on ne fait pas d'investigation réseau. On sait très bien qu'il y a extrêmement peu de chances qu'il y ait un deuxième canal d'exfiltration de données. L'attaquant n'est pas connu pour faire un deuxième canal, donc on ne fait pas l'investigation, parce que l'investigation d'un deuxième canal d'exfiltration, ça prend plusieurs heures, une équipe complète, et cette équipe, elle a d'autres choses à faire. Donc, on fait de l'arbitrage en permanence. Et c'est cet arbitrage qui, malheureusement, de mon point de vue, nous amène à avoir une sécurité opérationnelle qui est dite de moyens, et pas une sécurité opérationnelle de résultats, avec engagement de résultats. On a énormément de mal en cybersécurité à faire cette transition qui est, je peux garantir qu'il n'y a pas d'intrusion en cours, qu'il n'y a pas d'infection en cours. Et notre travail, en tout cas à Sequoia, c'est de passer cette barrière, d'apporter des garanties sur le niveau de sécurité. En cybersécurité, on est confronté à cet instant à ce sujet, mais c'est un sujet qui est abordé et connu déjà par de nombreux autres domaines. On le connaît tous, presque au quotidien, le domaine de la santé, qui a déjà vécu cette révolution. Le test sanguin, c'est pour moi une illustration de cette transformation.
de la généralisation de l'investigation pour garantir l'exhaustivité et la qualité des résultats. Le test sanguin, c'est celui que l'on fait même si on sait très bien qu'on n'a pas l'hépatite. Mais on fait quand même. Et on en fait 50 autres tests dans une seule goutte de sang. Ça ne coûte pas cher, c'est peu douloureux, et on obtient un résultat rapide. C'est une technologie qui nous permet de garantir le fait de ne pas être malade, en tout cas d'un certain nombre de maladies. Et cette transformation, c'est une transformation que l'on essaye d'opérer à l'échelle de la cybersécurité grâce à l'agentique. Généraliser l'investigation parce qu'elle est peu coûteuse et donc applicable à l'ensemble des périmètres, même les périmètres que l'on pense inutiles. Et donc pour réussir à généraliser l'investigation, le test sanguin finalement en cyber, eh ben, on a de grandes chances d'y arriver avec l'agentique. En tout cas, c'est une technologie qui nous permet d'inverser de traiter cette complexité des coûts d'investigation et de généraliser l'investigation. Donc, on peut faire le lien entre l'agentique et le test sanguin si vous voulez essayer d'approcher finalement la valeur que ça va pouvoir apporter à nos métiers respectifs, à nos structures. On va parler forcément de productivité. Moi, j'aime vraiment penser l'agentique comme un gain de qualité et cette transformation de engagement de moyens à engagement de résultats. Donc, comme tout éditeur qui se respecte, comme tout acteur des opérations, on a embrassé l'IA depuis plusieurs années. Et à partir de maintenant, je vais vous présenter comment on a abordé le sujet de la généralisation de l'investigation et quel type de technologie et de méthodologie on a pu mettre en œuvre. Le premier point de départ, ça a été de s'inscrire dans les workflows utilisateurs. L'IA est déjà suffisamment transformative par plein d'aspects pour qu'en plus on n'en rajoute pas une couche en transformant également toute la relation que va avoir l'humain avec son métier. Donc on préfère positionner l'agentique comme un accélérateur des workflows existants plutôt qu'une transformation également des workflows. L'objectif, c'est de pouvoir débrayer à n'importe quel moment l'agentique et de pour autant conserver nos méthodologies de travail habituelles. Donc on peut très bien penser que l'agentique commence par l'agent. Dans les faits, si vous mettez un LLM ou même une boucle agentique sur une équipe SOC ou une équipe opérationnelle inadaptée, c'est-à-dire peu mature, vous obtiendrez des résultats catastrophiques, ou en tout cas probablement pas à la hauteur de vos attentes ou de vos espoirs. La difficulté, c'est que le LLM va exploiter l'information que vous lui donnez, les accès et les process auxquels vous lui octroyez, et si ces données et ces process ne lui permettent pas de raisonner correctement, vous obtiendrez des résultats qui ne seront pas corrects. Et contrairement à un analyste junior, le LLM ne vous posera pas de questions, il vous donnera une réponse. Et donc on s'expose à des SOC agentiques catastrophiques si non préparés, c'est-à-dire si la donnée n'est pas présente pour pouvoir guider les agents dans leurs investigations. L'avantage, c'est qu'on a tous et toutes travaillé depuis plusieurs années à la montée en maturité des opérations cyber. La montée en maturité, c'est, si vous voulez, une illustration, faire en sorte qu'un analyste junior puisse opérer le plus rapidement possible, en pleine capacité, parce que vous avez déployé des connaissances, des méthodologies, un partage d'informations qui permet non pas le SOC de fonctionner seulement avec un seul expert, mais avec une équipe. Parce que ce partage de connaissances, il est clé et on le retrouve au quotidien dans les opérations cyber. La première chose qu'un analyste se pose, la première question qu'un analyste se pose lorsqu'il observe une alerte, ça n'est finalement peu souvent quelle est la menace, qu'est-ce qui se passe, c'est surtout, mais quel est ce serveur? Quelle est cette victime? Est-ce que ce serveur pour lequel je suis en train de faire une investigation est sous mon périmètre?
Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il dispose de vulnérabilité? Est-ce que j'ai un EDR dessus? Est-ce qu'il est managé? C'est souvent la première question que se pose un analyste. On a essayé de suivre cette logique en implémentant la boucle agentique dans Sequoia. C'est-à-dire apporter avant tout du contexte. Travailler sur l'information mise à disposition de l'agent pour qu'il puisse raisonner. À Sequoia, on considère qu'il y a 3 types de contexte, à date. On a le contexte que l'on connaît tous dans les opérations, c'est-à-dire l'activité. J'ai ouvert une porte, j'ai ouvert un pare-feu, j'ai ouvert ou supprimé un fichier. Il se passe quelque chose, j'ai une activité. On a bien entendu le contexte autour de la menace, le groupe d'attaquants, les infrastructures. Je ne vais pas plus loin, François est à côté, il me corrigera instantanément. Et bien entendu, l'état de sécurité. L'état de sécurité, c'est l'ensemble des informations qui sont relatives à la sécurité d'un asset ou d'un composant, mais qui n'évoluent pas forcément en l'observant. L'observation ne génère pas une évolution de cet état. Autrement dit, vous pouvez être vulnérable sans qu'il y ait d'activité sur vos périmètres. Cet état de sécurité, cette activité et cette menace sont les éléments fondateurs du raisonnement d'une boucle agentique appliquée aux opérations cyber. Si vous ne fournissez pas ces informations, votre agent se comportera de manière inattendue, ne pourra pas raisonner, et le pire, c'est que cet agent ne vous préviendra pas. Vous l'avez probablement toutes et tous vécu, peut-être enseigné, ou vous vous souvenez à quoi ça ressemble une salle de classe. Quand vous posez une question à un étudiant ou à une étudiante, si la réponse n'est pas bonne, vous êtes en capacité de travailler le raisonnement avec cette personne pour essayer d'identifier à quel endroit dans le raisonnement l'erreur a été faite par l'étudiant. Autrement dit, non, la réponse n'est pas 42, explique-moi comment vous avez fait pour atteindre 42 et je vais vous expliquer à quel moment dans le raisonnement vous êtes trompé. C'est cette logique-là que l'on met en œuvre dans un traitement systématique agentique des opérations. Parce qu'on considère qu'un agent se comporte comme un étudiant ou un analyste junior. Il a besoin d'informations. Il vient de naître. Il vient d'arriver dans votre équipe. Et donc, dans cette boucle agentique, on fournit du renseignement standardisé, le STIX. On a tous et toutes l'avantage de pouvoir bénéficier d'un langage déployé à l'échelle mondiale pour modéliser le renseignement, qui est gratuit, open source et interopérable. Les événements, c'est-à-dire l'activité classique d'un SIEM. Chez Sequoia, on a fait le choix également d'un langage interopérable standard et ouvert qui s'appelle l'ECS. Et pour la normalisation et l'interopérabilité de l'état de sécurité, c'est-à-dire le partage de connaissances sur les vulnérabilités, on s'est appuyé sur un autre standard, l'OCSF. Et toutes ces informations sont fournies aux humains, mais également aux agents, parce que je vous rappelle que la priorité pour nous n'est pas de transformer le workflow, mais de faire en sorte que les workflows aillent plus vite. Et donc, on fournit cette information tant aux humains qu'aux agents. Je vais donner un exemple. La salle de classe, l'étudiant ou le junior, l'analyste junior à qui vous posez une question et vous souhaitez faire monter en compétence. Un agent, vous souhaitez avoir la même capacité de correction. Vous souhaitez identifier dans le raisonnement la zone d'erreur, corriger pour que la prochaine fois, ce raisonnement erroné ne se réitère pas. Et donc, on a énormément travaillé dans ce qu'on appelle l'exposition de la chain of thought, c'est-à-dire de la logique de raisonnement, et de la rendre disponible aux utilisateurs, aux analystes, pour qu'ils puissent corriger la boucle agentique et faire en sorte que la prochaine investigation puisse être menée avec une meilleure efficacité. Et donc pour résumer, le cheminement classique d'une boucle agentique, en tout cas telle qu'elle est implémentée dans Sequoia, se représente par ce graphique. Vous avez une nouvelle alerte qui nécessite une investigation. Cette investigation, vous allez la prendre
avec des garde-fous, c'est-à-dire que vous allez utiliser des fiches réflexes qu'on appelle à Sequoia des runbooks, des guides d'investigation. Et ces guides d'investigation établissent finalement le pourquoi du matériel de détection, à quoi il sert, quels sont les faux positifs régulièrement observés, quelles sont les principales questions que l'analyste doit se poser lorsqu'il est confronté à une telle alerte, et ainsi de suite. Ces runbooks, on les fournit donc aux humains, mais là, on s'intéresse au comportement de l'agent. Il consomme ce runbook. Et en partant de ce runbook, et dans le contexte de l'alerte, il va exprimer des questions. Il va exprimer une bonne trentaine de questions, en moyenne, pour une alerte. Des questions qui vont lui permettre de comprendre l'impact sur le réseau, le caractère délibéré de l'opération, et ainsi de suite, propre à chaque matériel de détection. Et c'est chacune de ces questions qu'on appelle des tâches. On est dans un système très habituel d'un SOC, de la gestion de tâches. Ces tâches sont ensuite attribuées à d'autres agents qui vont utiliser l'information à leur disposition. Vous vous souvenez, CTI, activité, état de sécurité, pour répondre à ces questions et fournir ce qu'on appelle des findings. Ces findings, comme on souhaite qu'ils puissent être auditables, on rend le processus transparent par l'intermédiaire de notebooks. Les agents livrent non pas un résultat, mais livrent leur notebook, à la manière d'un notebook Jupyter. Ces findings sont agrégés par un agent qui vient conclure l'investigation et établir un verdict. Et donc, la boucle de feedback, qui est cette boucle qui va permettre à un analyste de rentrer dans cette analyse, corriger l'analyse, va lui permettre d'avoir une influence sur le runbook pour qu'à la prochaine itération, l'investigation soit améliorée. Voilà où on en est d'un point de vue technologie à Sequoia. Ça n'est que le début. On n'a pas parlé de mémoire, on n'a pas parlé d'interopérabilité avec des systèmes tiers et ainsi de suite. Mais on est vraiment sur les fondamentaux d'une boucle agentique classique de traitement d'alerte pour les opérations. Tout ça, bien entendu, est disponible dans l'interface. Je ne m'arrêterai pas sur ça. Ce que je vais juste montrer, c'est que si on veut que cette technologie soit exploitable par des humains, elle doit pouvoir être observée, corrigée par l'analyste. On doit s'intégrer dans les workflows, on ne doit pas se mettre en rejet ou en opposition avec les workflows. Donc là, on voit par exemple à l'écran les principales questions identifiées par les agents et les réponses apportées. Bien entendu, le détail est disponible à l'analyste. Donc là, je viens de vous présenter la technologie. François, oui. À toi de l'utiliser. Merci Georges. Donc moi, je vais vous raconter un peu la même histoire, mais pris d'un autre point de vue. On a parlé du moteur, on a parlé des fondamentaux, des fondations, on a parlé des principes. Du coup, moi, mon obsession, c'est le carburant, la donnée. On a la chance à Sequoia d'avoir une équipe de Threat Intel qui existe depuis le début. On a construit une base de données depuis plus de 5 ans maintenant, qui est plus de 10 millions d'objets sur la menace, toutes ces attaques, toutes ces chaînes d'attaques, tous ces groupes d'attaquants. Et tout ça, comme l'a dit Georges, c'est structuré, c'est dans un format qui est interopérable, qui existe depuis longtemps, qui est documenté, et sur lequel on peut se baser pour avoir des fondations solides et avoir des réponses à nos questions. Du coup, pendant cette phase de développement, évidemment, on a essayé de la travailler sur des use cases, et puis si possible sur des use cases réels, pendant que les événements arrivent. Donc on a en fin d'année dernière et en début d'année, travaillé sur la vulnérabilité dont vous vous rappelez peut-être, qui s'appelle React to Shell, qui est une vulnérabilité qui vise les fichiers Node.js et les frameworks React. Et du coup, ça nous a permis, nous, de travailler sur ces modèles-là, d'essayer d'éprouver toute la méthode et tout ce que Georges vient de nous expliquer sur des cas réels et sur un fonctionnement concret. Merci. Donc pour résumer ça, on a le moteur, maintenant il faut alimenter le cerveau avec de la donnée. L'algorithme calcule, mais c'est la donnée qui va décider à la fin et qui va donner le verdict, en tout cas basé sur les principes qui ont été construits dans ce moteur-là. Si les données sont faibles, non structurées, obsolètes, évidemment on va prendre de mauvaises décisions. Et comme l'a très bien dit Georges la semaine dernière, l'IA va vous faire aller plus vite, mais plus vite dans l'erreur ou plus vite dans le mur. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur ces fondations solides et cette clarté des processus pour justement ne pas aller trop vite, mais aller directement au bon résultat et avec des fondations efficaces. Donc, on doit comprendre le cheminement d'une attaque, on doit comprendre comment ça s'est passé, on doit pouvoir interpréter, voilà, même groupe, même outil, même malware,
même campagne, plusieurs campagnes identiques, doit donner probablement le même résultat ou doit nous indiquer la prochaine étape de l'attaque. Et cette prochaine étape, on doit pouvoir l'anticiper et on doit pouvoir la détecter en utilisant des tâches que Georges a expliquées juste avant. Donc, 3 piliers, moi, de mon point de vue. Donc, les événements, il nous faut beaucoup d'événements et beaucoup de données pour prendre ces décisions-là. Donc, tout ce qui est log, IDS, télémétrie, log système, indispensable, mais souvent, ça fait beaucoup de volume, c'est bruyant et c'est difficile d'en tirer des décisions comme ça avec un analyste, notamment un analyste junior. Du coup, c'est le premier point. Le contexte, c'est le où. C'est-à-dire, c'est indispensable, c'est la criticité de l'actif, l'asset qu'on supervise, son périmètre, ses droits, ce qu'on a ouvert pour savoir quel est le rayon, le champ d'action de l'attaque, quel va pouvoir être l'impact ou jusqu'à où elle va pouvoir se propager. Et enfin, la CTI qui va nous expliquer le qui et le comment, parce que l'agent, si on part d'un playbook un peu historique ou d'un orchestrateur un peu classique, on a vraiment, s'il se passe A, je fais B. Là, on doit pouvoir avoir vraiment l'histoire et le narratif de l'attaque qui sont souvent répétitifs et qu'on modélise depuis très longtemps, justement pour être capable d'anticiper les prochaines décisions, d'être proactif sur le hunting, de préparer, voire de couper des accès avant que l'étape suivante de l'attaque soit générée ou réalisée par l'attaquant. Donc vraiment, on a ces 3 piliers qui ressemblent finalement au W classique, aux questions qu'on se pose. Donc voilà, le quoi, le où, le qui et le comment. Donc la source de notre cas d'usage, on utilise beaucoup, comme pas mal d'équipes de CTI, on a une ferme de honeypots répartie un peu partout dans le monde, et du coup ces fermes de honeypots qui sont différents, et ce n'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui, mais elles se mettent régulièrement à sonner chaque fois qu'on a une campagne de vulnérabilité, donc nous on est évidemment extrêmement contents parce qu'on va pouvoir modéliser, créer des règles du matériel de détection pour détecter et protéger nos clients au plus vite. Donc justement, on a essayé de chasser du React to Shell en fin d'année dernière avec cette ferme de honeypots, et on a eu beaucoup de tentatives d'exploitation. Pour rappeler le principe de la vulnérabilité, donc on a un peu plus d'étapes que ça, j'ai résumé pour la présentation aujourd'hui, mais on a du coup un accès initial avec une vulnérabilité sur un node.js. Ensuite, on a un reverse shell, connexion au serveur de command and control, une phase de staging avec le téléchargement d'une payload. Et puis la finalité de cette campagne-là, généralement, c'est un déni de service vers des cibles désignées à l'avance. Donc c'est un peu les grands principes. Si j'avais détaillé complètement et si on avait utilisé un moteur plus classique, on va dire de processus de SOC, on aurait 8 alertes unitaires qui auraient sonné dans notre base avant d'utiliser le moteur d'Argentique. On aurait 8 alertes individuelles, chacune sur un des segments ou un des 4 segments présentés ici. Du coup, sur les premières étapes, en testant, ça se passe très bien. C'est-à-dire que le verdict est bon, 96%, on a le reverse shell, on a les sous-processus, les processus enfants, on identifie bien la menace. On a vraiment la partie React to Shell qui est identifiée, on détecte même l'IP du serveur de command and control, donc là on est bon, et en bas vous avez la capture d'écran du verdict dans la plateforme qui nous confirme qu'automatiquement on a bien la détection de la menace. Tout le début se passe avec un verdict de confidence élevée, et tout se passe correctement, et parce que la donnée était très bien structurée sur la partie CTI notamment. Donc on a trouvé cette vulnérabilité, le node.js, la vulnérabilité on l'avait signée, donc on est capable de la détecter, on a le staging, tout ça c'est de l'adresse IP de serveur de command and control à une autre base de données, du coup on lève l'alerte, tout va bien. Et donc on a de quoi traiter tout ça correctement. Ensuite, on a commencé à avoir dans les chaînes suivantes de l'attaque quelques fragilités ou quelques blind spots. C'est-à-dire que, par exemple, sur la partie de gauche, on a lié une des alertes à une mauvaise menace. Pourquoi? Parce que, justement, dans le paramètre, dans les données, on n'avait pas pris en compte le cycle de vie du marqueur. Donc nous, chez Sequoia, on gère ce cycle de vie depuis très longtemps, donc date de validité, en fonction des types, si c'est des IP, si c'est des URL, si c'est des haches de fichiers, on a des validités différentes et des process différents pour mettre à jour. Et ça, alors je ne sais pas si c'est un oubli, ou en tout cas on faisait des tests, on ne l'avait pas pris en compte dans le paramètre du runbook. Du coup, il a bien levé l'alerte, mais il nous l'a lié à un framework d'exploitation sur les navigateurs, plutôt que sur la vulnérabilité React to Shell. Donc l'alerte est bien levée, c'est le contexte ou le résultat qui n'était pas forcément très bon. Et du coup, on a refait une passe dessus, on a ajouté dans le process justement de mauvais raisonnements, ou en tout cas de mauvais résultats, on a rajouté des conditions pour bien prendre en compte ce cycle de vie des marqueurs pour optimiser justement ce process-là. Et puis la deuxième partie, c'est sur les moteurs d'anomalie. Donc
nous, on a un moteur d'anomalie qui se base beaucoup sur de la volumétrie, c'est-à-dire quand vous cherchez une exfiltration de données massive, vous êtes plutôt sur des compteurs de données, mais ce moteur-là ne se base pas forcément, ne vient pas forcément avec les événements. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les 40 gigas de pics d'exfiltration de données, on ne va pas les loguer dans un coin spécifiquement pour ça, on va plutôt faire du compteur pour se dire là, il y a une élévation de trafic qui est anormale, il se passe quelque chose. Et donc là, on se rend compte que voilà, on a un petit trou temporel, tout simplement, parce que comme il n'a pas de données, mais que du comportemental pour générer son alerte, voilà, il va voir ça comme une élévation de trafic anormale, mais il ne va pas en conclure que c'est un déni de service et que c'est l'exfiltration. Pourquoi? Et j'y reviens juste après. Justement parce que là, on prend encore les alertes unitairement et qu'on sait, dans cette chaîne d'attaque et dans cette campagne Direct to Shell, que la finalité était un DDoS. On peut le prévoir dès l'étape 4, 5, 6, on sait que ça va arriver à la fin, mais là, comme on les a traités unitairement, il n'a pas les relations de causalité, il n'a pas le narratif de la menace et de l'histoire, et du coup, l'agent prend sa décision sur une détection unitaire, et du coup, nous fait un score qui est de 80 et quelques %, mais il ne va pas dépasser les seuils pour prendre son verdict. Donc, avant de vous donner la solution ou comment on a réglé ce genre de sujet, on rappelle quelques principes qui sont très importants. La traçabilité des notebooks, comme Georges l'a évoqué, c'est extrêmement important de pouvoir revenir sur le raisonnement, de le corriger, de l'adapter au fur et à mesure de son expérience, hein, ce qu'on fait tous au quotidien après chaque incident, hein, rétex à chaud, rétex à froid, sauf que là on est dans une unité de temps plus rapide, on est dans des process plus unitaires, mais il faut à chaque fois améliorer ses runbooks et l'expertise métier là est extrêmement importante pour donner vraiment de la qualité à ces sujets-là. Les seuils de confiance, c'est-à-dire que c'est en fonction des contextes métiers, de vos processus, s'assurer que voilà, on peut prendre une décision automatique au-dessus d'un certain score, 90% de fiabilité, je clôture la lettre, je prends une action. Peut-être que parfois ça peut être un peu moins. Et puis aussi des scores un peu, j'allais dire un peu négatifs, c'est-à-dire si c'est à moins de 80%, demande à l'analyste de revoir où t'en es, ne prend pas de décision tout seul. Donc il y a le score je valide et le score en dessous duquel on ne doit pas valider une décision. Et puis enfin, des conditions d'arrêt, c'est-à-dire qu'on peut avoir une nouvelle campagne, un acteur, un faux drapeau, une nouvelle campagne qui usurpe une campagne précédente. Si ça dérive du narratif de la campagne historique qu'on a mis en avant dans ce notebook, il faut mettre une condition d'arrêt pour redemander à l'analyste, parce que là, on va avoir forcément un résultat qui, sensiblement, sera différent que le DDoS que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'on aura peut-être un autre objectif, parce que c'est peut-être une nouvelle campagne qui se base sur les mêmes outils, mais par un autre acteur malveillant. Et c'est là où toute l'historique d'une base de CTI fait toute son importance. Et du coup, pour résoudre ça, alors nous, on a le sujet des cases depuis un moment. On utilise déjà ces moteurs LLM pour regrouper les alertes qui nous semblent être liées au même incident dans les mêmes cases ou dans les mêmes, dans le même incident. Et du coup, là, la partie agentique, justement, reprend tout son sens parce qu'on voit quand on regroupe ces 8 alertes que je vous expliquais avant, comment on les traitait unitairement, quand on les regroupe ensemble dans un même schéma et qu'on lui explique au moteur que c'est la même campagne d'attaque, on revient avec un score complet de 98% sur tout le case et toute la campagne, ce qui nous remet exactement dans les clous de ce qu'on attendait comme résultat. Et donc tout ça, c'est vraiment lié au fait de ne pas traiter unitairement et d'avoir ce contexte de la campagne, du déroulé de l'attaque, de chaque marqueur qui participe à cette attaque et de la puissance des moteurs et des principes que Georges a décrits juste avant. Et je crois que c'était la fin du use case. Il nous reste un peu de temps pour des questions, si vous en avez. La source de CTI, par exemple. Alors ça, comme j'allais dire, la création de ce feed de CTI, c'est quelque chose qui est encore plus ancien chez nous que l'IA, mais ça, nous, on fait confiance à nos processus internes parce que depuis un moment, on construit cette base de données, on la fait tester régulièrement, nos clients l'utilisent, on connaît notre seuil de faux positifs, on connaît la façon... on a mis par exemple à disposition de tous nos clients la capacité de demander la révocation, par exemple, d'un indicateur. C'est-à-dire de dire, nous, on pense que c'est un faux positif. Pourquoi j'évoque ce cas-là? Parce que plus vous avez de monde qui utilise cette technologie, plus, si par exemple vous êtes tous clients de Sequoia et que vous sollicitez tous ce genre de demande, nous, on va bénéficier de toute cette puissance-là pour améliorer la qualité de notre base de données. C'est un des exemples de process qu'on a mis en place depuis très longtemps pour avoir vraiment une donnée la plus fiable possible. Et après, ça nécessite de la retester tous les jours. Exemple, une IP malveillante de serveur de command and control, vous avez une certaine heuristique qui va vous dire qu'elle est malveillante parce que c'est votre métier de l'avoir détectée. On va la relancer, on va la lancer le lundi matin, on va se dire pendant 10 jours, on va mettre
10 jours de validité. On va la relancer le mardi. Si elle est toujours malveillante, on va prolonger d'un jour, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand elle ne sera plus malveillante, on va la révoquer. Et si vous appliquez tous ces principes-là sur l'ensemble des objets d'Informastix, vous avez quand même une base de données. Il n'y a pas de risque zéro ou pas d'erreur, hein, il y a toujours des faux positifs. Vous arrivez quand même à réduire drastiquement ce corner case. Est-ce que certains dans la salle ont déjà appliqué une boucle agentique sur un traitement opérationnel en cyber ou exploré? C'est nous qui posons la question. C'est pas le principe. Oui, vous aviez une question? Je pense que le plus long, ça a été d'entraîner les équipes de développement à faire ça. Parce qu'au final, il n'y a pas un entraînement à proprement parler de l'IA. Il y a par contre une phase de création des runbooks qui s'apparente à une forme d'entraînement. C'est-à-dire qu'on vient créer une matière qui sera ensuite utilisée par les processus automatisés pour guider leurs investigations. Et cette matière-là, ce sont toutes les fiches réflexes qui établissent qu'en cas d'une infection ou d'une attaque par phishing, une détection de phishing, il faut faire A, B, puis C. Voilà. Toute cette matière-là, on a utilisé, bien entendu, la connaissance des analystes, puisqu'on se retrouve en fait à créer des runbooks pour les règles de détection, pour le matériel de détection. Et donc les analystes qui produisent ce matériel de détection ont cette connaissance dans leur tête, mais jusque-là, ils n'avaient pas systématisé la rédaction et la production de ces fiches. Donc on leur a demandé de systématiser l'approche. Et étant donné le grand volume de matériel de détection, on a utilisé encore une fois le LLM pour générer ces runbooks. Donc on n'a pas demandé à l'humain d'écrire from scratch l'intégralité des runbooks. On a demandé à des LLM et à des réseaux de LLM d'écrire ces runbooks, et on a ensuite demandé aux analystes d'améliorer ces runbooks. Ça, c'est une phase qui n'est pas terminée, c'est une phase qui ne s'arrêtera jamais, c'est vraiment un processus continu. On est quand même suffisamment confiant pour qu'au bout des 6 derniers mois d'efforts sur ce sujet, on puisse commencer à l'utiliser sur le terrain. Voilà. Mais un processus qui viendrait à générer ou à corriger l'intégralité de la base de règles et donc de la base de runbook, c'est un processus qui prend plus d'une année, même pour une équipe comme Sequoia, avec une vingtaine d'analystes dédiés sur ce sujet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est abordable, je pense, pour un éditeur logiciel ou technologique, mais pas ou peu pour une équipe opérationnelle de sécurité, où on va avoir en plus de ce travail-là le traitement des incidents de sécurité. En revanche, pour nous aider, dans ces équipes opérationnelles, ils ont déjà travaillé leurs fiches réflexes, ils ont leur process métier, et ça, c'est des choses qui nous servent beaucoup comme base sur lesquelles on peut s'appuyer, parce que chacun dans vos équipes, vous avez ce genre de choses, alors pas forcément complet, pas forcément systématique, comme l'évoquait Georges, mais du matériel, il y en a. Donc voilà, encore une fois, cette base de données, il y a des groupes de travail à l'Intercert qui travaillent là-dessus. Enfin, il y a de la donnée, il faut juste qu'on la retravaille bien et qu'on donne une couverture métier dessus, mais il y a de la base de départ est déjà volumineuse. Et d'ailleurs, cette utilisation des runbooks pour démarrer l'investigation agentique, un des points de départ, ça a été l'observation de l'Intercert, avec cette base de connaissances éditée et gérée par l'Intercert de fiches réflexes. Et cette typologie d'investigation, donc drivée par les fiches réflexes, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les équipes opérationnelles les plus matures. Vous prenez toutes les grandes équipes, on va dire en France, que ce soit de La Poste en passant par Airbus ou Enco, qui ont une expérience sur le terrain. Elles ont édité au fur et à mesure des années ces types de matières. Ok, je vais essayer de ne pas oublier la deuxième question. La première, si je... Voilà, j'ai déjà oublié la première.
La boucle de faux négatif. Ah oui. Oui, je veux bien. Ah, quel type de question? Ok. Quel type de questions quelles sont les tâches finalement? Parce que j'ai parlé de questions de raisonnement, de questions d'investigation, pardon, mais en réalité, ce sont des tâches d'investigation. C'est vraiment, il faut voir ça comme des tâches d'investigation. Vous avez une alerte, on va dire de phishing, et l'investigation de cette alerte de phishing nécessite une trentaine de questions, une trentaine de tâches. 30, c'est une moyenne, d'accord? Et ces questions vont être principalement des questions qui vont viser à comprendre le blast, c'est-à-dire à quel point le phishing est détecté seulement sur un individu ou sur une cinquantaine d'individus. Donc ça va être des questions de est-ce que le mail de phishing est observé dans d'autres boîtes mail, par exemple? Est-ce que le mail de phishing provient d'une source déjà observée dans une précédente attaque? C'est typiquement ce genre de questions. On va avoir des questions également sur essayer d'identifier les victimes potentielles pour caractériser encore une fois l'impact. Donc des questions qui vont utiliser les sources, le contexte ou les outils pour identifier les utilisateurs qui vont avoir ouvert le mail. Donc des recherches dans un data lake de type KQL ou SOL qui permet de rechercher, liste-moi les utilisateurs qui ont ouvert le mail numéro 25 détecté comme étant un mail de phishing. Et c'est ce type de questions, autrement dit ce type de tasks, qui sont automatiquement générés par l'agent d'investigation et distribués à différents agents dans le cadre de l'investigation. Exactement. Ces agents ont à leur disposition deux types d'informations, deux types de leviers pour répondre aux questions. Un, c'est l'accès au data lake, autrement dit à toute l'activité, donc faire des recherches dans les logs. Donc les agents vont produire des recherches, des queries de recherche, vont exécuter ces queries de recherche, vont récupérer les résultats et vont interpréter ces résultats pour fournir une réponse à la question. Et ils ont également accès aux intégrations, c'est-à-dire aux outils utilisés à l'EDR, au firewall et ainsi de suite. Et là, ils vont utiliser les API de ces équipements pour poser des questions, obtenir la donnée, donc poser une question dans leur tête, la transformer dans une interrogation type requête d'API ou requête dans un data lake, obtenir de la donnée brute, interpréter la donnée brute au regard de la question et répondre à la question. Et donc la deuxième partie de la question, c'était... déjà, il y a un point dans la question, c'est l'hypothèse qu'il y a beaucoup d'humains dans cette boucle. En réalité, il y a peu d'humains. En réalité, cette boucle, elle est surtout là pour le démarrage. Elle est là pour l'adoption de la capacité d'investigation par les analystes. Un analyste a une responsabilité de qualité de service. Et il fait son travail, elle fait son travail depuis un certain nombre de temps. Et il est hors de question qu'une technologie vienne baisser la qualité de son travail. Et donc, fournir de l'auditabilité et une capacité de correction à l'analyste, c'est lui donner finalement un peu le bouton de désengagement accessible. Et donc les analystes, ce que l'on observe, c'est qu'ils vont s'intéresser dans les premières alertes en détail sur ces processus et vont corriger apporter leur savoir. Mais très rapidement, ils arrêtent, au moins sur les incidents finalement se répètent quand même régulièrement. Les typologies d'incidents on retrouve régulièrement les mêmes types d'incidents et par typologie d'incidents, il y a une baisse drastique de la feedback loop au bout de quelques incidents. Et donc on se retrouve très rapidement à un système stabilisé avec un processus d'investigation qui est accepté, reconnu comme étant à l'état de l'art par l'équipe opérationnelle et qui délègue cette partie-là à une boucle agentique et qui va se positionner beaucoup plus sur la dimension du case management, c'est-à-dire je fais un pas en arrière, je regarde moins le phishing, je regarde plus l'intrusion en elle-même. Oui.
aussi détecter les attaques 0D, c'est ça que j'ai entendu? Ça me paraît encore tôt, en tout cas on n'en est pas là. Ça me paraît encore tôt, en tout cas on n'en est pas là. Aujourd'hui je compterais plus sur les honeypots qu'on a construits et cette ferme-là pour lever une attaque de 0D, parce qu'on encore une fois on en a plusieurs de versions différentes, que je pense que c'est encore tôt pour qu'on travaille sur les 0D avec ces boucles-là, ou en tout cas on doit maturer sur nos fondations. Et traiter le volume, là où la 0D, aujourd'hui moins utilisée, ou en tout cas utilisée à bon escient pour des cibles dures, parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt une démocratisation et une réutilisation des outils par les attaquants, et les 0D redeviennent un peu discrètes, ou en tout cas sont vraiment utilisées au cas par cas, notamment depuis qu'on a l'IA pour exploiter, pas les 0D, mais celles qui sortent, pour faire la reconnaissance, l'exploitation. L'IA est vraiment, côté attaquant, ultra rapide pour détecter les équipements vulnérables. Donc du coup, les 0D, qui sont utilisés par des groupes un peu sponsorisés par des États ou des groupes un peu avec des ressources, ils les gardent encore plus jalousement qu'avant. Donc je ne pense pas qu'on en soit encore là, en tout cas sur cette partie-là. Et dans votre question, il y a un point important qui est la détection. Dans tout ce qu'on vous a présenté, la détection n'est pas agentique. On ne met pas d'IA dans la détection. Comme à Sequoia, on ne met pas du EBA dans la détection. C'est un choix, c'est une opinion. Pour nous, la détection a besoin d'un système beaucoup plus déterministe. L'investigation, elle, est très pertinente à être accélérée par l'IA, l'agentique, le LLM. Mais la partie de détection est encore quelque chose de réservé à des règles, éventuellement de détection d'anomalies, pour des règles les plus astucieuses, mais également les plus coûteuses à déployer. Par contre, on ne déploie pas une boîte noire sur le composant de détection. Ça coûte trop cher encore. Je pense que c'est essentiellement un problème de coût. Faire une détection à base d'IA, c'est faire une détection sur un flux de données qui est en millions, dizaines de millions d'événements par seconde. On n'applique pas là-dessus, en tout cas technologiquement, de l'IA, ou même efficacement de l'analyse, enfin d'autres types d'analyses associées. Par contre, sur la partie investigation, et donc par effet de bord, on peut être amené à être confronté par de la 0D, mais on ne va pas détecter la 0D, on va détecter une campagne, une intrusion, qui va à une de ces étapes exploiter une 0D, qui va être peut-être l'étape initiale, mais l'attaquant fera une erreur dans sa latéralisation ou dans les étapes ultérieures, se fera détecter, et là, toute l'analyse permettra de mettre en évidence la 0D. Donc on ne détecte pas la 0D, mais on peut la révéler assez efficacement, je pense, comme un analyste le ferait dans le cadre de son investigation. Vous avez mentionné le contexte mutualisé. Ça veut dire que vos agents, ils s'appliquent, ils sont généraux, ils s'appliquent sur les contextes mutualisés, ou ils sont instanciés par En fait, ça dépend du contexte, en effet. Il est primordial de ne pas se tromper à cette étape-là, de ne surtout pas utiliser le contexte propre d'un client ou d'un utilisateur pour faire l'investigation d'un autre utilisateur. Ça, c'est clé. C'est une très bonne question. Parce que c'est assez compliqué, en effet, parce qu'on va avoir un contexte qu'on va pouvoir mutualiser. Le renseignement, par nature, est un contexte qu'on souhaite absolument pouvoir mutualiser. Par contre, le contexte d'état de sécurité, savoir qu'il y a une vulnérabilité sur un serveur, ne doit pas venir perturber l'investigation sur un autre serveur, d'autant plus si ce serveur n'appartient pas à la même entreprise. Donc il y a des contrôles d'accès qui sont mis sur le contexte, très similaires finalement aux méthodologies utilisées pour segmenter les mémoires dans les implémentations des LLM, des boucles agentiques, très très similaires. Donc du contrôle d'accès, un bon vieux airbag classique. Oui.
Encore une fois, c'est ce qu'on expliquait après, c'est-à-dire que si à un moment, il y a un score trop faible, s'il manque quelque chose, enfin, on doit pouvoir désembrayer le moteur. Donc, si jamais voilà, il manque un élément, on a des exemples où la lentille va nous dire « j'attends une entrée ». Il me manque quelque chose, je n'ai pas assez pour prendre la décision. Donc soit il faut qu'on retrouve des logs, qu'on lui donne de manière, pas à la main, mais dans l'esprit c'est un peu ça. Mais en tout cas, il faut que cette boucle d'investigation, elle soit capable avec les bons critères de s'arrêter pour que l'analyste reprenne la main si jamais voilà, ça dérive d'un comportement attendu, il manque des éléments pour prendre une décision, le verdict n'est pas au-dessus d'un seuil qu'on a fixé avant. Donc voilà, tout ça, c'est une forme de paramétrage, mais voilà, c'est extrêmement important et ça peut être lié, ça peut être des paramètres différents en fonction des contextes pour être sûr que, voilà, que ça n'aille pas au bout et que ça prenne une mauvaise décision faute d'éléments de base. Donc la capacité à débrayer et l'agent doit pouvoir demander une entrée, un élément, une chose qui manque, une réponse de l'analyste, un oui-non tout simplement. Est-ce que j'enchaîne l'étape suivante ou pas, alors que je n'ai que 80% des infos ou des choses comme ça. Ça revient un peu à votre question tout à l'heure sur les types de questions que l'agent doit être en mesure de poser pour son investigation. Il y a bien entendu une question qui peut être de vérifier les logs du firewall pour regarder s'il y a une trace de l'attaquant. Mais avant de poser cette question, il faut surtout se poser la question si on a des logs du firewall. Et ça permet de détecter des incohérences, type je n'ai pas de log, je n'ai pas de résultat, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'attaque. En réalité, c'est juste qu'il n'y a pas le log, il n'y a pas de log de source de données. Donc c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir détecter des incohérences dans la source de données. Typiquement, le genre de choses que n'importe quel analyste fait dans sa tête, mais qu'il faut réussir à intégrer et à systématiser dans le raisonnement agentique. Oui, je pense que c'est un peu des deux. Encore une fois, il y a des attaques qui se répètent, il y a des choses qui sont assez classiques. Donc, il y a forcément des choses qu'on peut mutualiser ou qui seront traitées de la même façon. S'il y a les mêmes critères égale le même résultat, il y a de grandes chances qu'il y ait les mêmes éléments. Par contre, on peut aller plus loin ensuite en proposant des choses plus adaptées à un contexte client en fonction de ses intégrations, en fonction de sa zone géographique, en fonction du secteur dans lequel il travaille, qui ne sera peut-être pas visé par la même menace, ou en tout cas l'objectif in fine de la campagne d'attaque ne sera peut-être pas tout à fait la même. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu des deux réponses, il y a un gros socle commun. Le phishing de niveau 1, il y a des choses qu'on peut évidemment partager. Quand on sera sur des choses un peu plus spécifiques, secteur de la défense ou de la fraude, plutôt dans le secteur du luxe ou bancaire, on pourra partager peut-être des choses à des sous-ensembles de communautés, en tout cas des principes, mais l'objectif, c'est quand même d'aller au plus près du contexte client ou donner la capacité au client lui-même de paramétrer au plus près de son contexte surtout. Et nous, on a une position d'éditeur logiciel. On se doit de fournir avant tout le commun et de permettre à nos clients, comme disait François, de pouvoir ensuite injecter leur savoir-faire dans la plateforme. Donc, on n'a pas rentré dans le détail, on n'est pas rentré dans ce détail-là, mais il y a toute une phase de personnalisation initiale, et pas du runbook en lui-même, mais initiale de l'investigation, en plus de la personnalisation du runbook. Tout à fait. Et la personnalisation du runbook, ça ne veut pas dire remplacer le runbook par celui d'un client, ça veut dire surtout amender un runbook par rapport à celui d'un client. Parce qu'on n'a pas envie que chacun de nos clients se retrouve à refaire le même travail que ce que nous faisons, pour y rajouter que sur son périmètre client, il est important de ne pas faire d'investigation la nuit. Pardon. Alors il y a deux solutions. La première, c'est effacer le runbook et le remplacer. Donc là, c'est pas la pire des solutions, mais c'est vraiment des cas bien particuliers. Et à l'inverse, on peut mettre des instructions complémentaires. C'est-à-dire qu'un client va pouvoir ajouter des instructions pour venir amender au runtime, au moment de l'exécution de la boucle agentique, les runbooks. Et finalement, un runbook, hein, c'est un fichier Markdown. Hein.
Il faut visualiser ça. C'est une fiche réflexe, c'est du texte compréhensible par un humain et par un LLM. Je crois qu'on a atteint le créneau et on m'a encouragé à être à l'heure. Ben voilà. Merci de votre écoute et de vos questions, et puis bonne fin de salon à vous.